J'ai cru pendant 40 ans que ma vie était parfaite. Un mari fidèle, une famille soudée, et notre vignoble chéri au cœur du Jura. Puis, un jour, Armand est parti sans un mot, sans explication, laissant derrière lui des dettes et un silence qui m'a déchirée. Tandis qu'il recommençait sa vie avec une autre, moi, je faisais face à la solitude et à la honte, me battant pour sauver ce que nous avions construit. Ce qui est arrivé ensuite a tout changé, d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Restez avec moi jusqu'à la fin, pour découvrir comment j'ai trouvé ma véritable liberté. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires vraies qui touchent et transforment. Je n'oublierai jamais ce matin-là. Il faisait froid, même pour un mois de mai. Le brouillard s'accrochait aux collines, enveloppant la maison comme un linceul. J'étais assise à la table en bois massif de la cuisine, mes doigts serrés autour d'une tasse de café tiède, quand Armand est entré, sans un mot. Il avait ce regard, celui qu'il avait quand il s'apprêtait à faire quelque chose qu'on ne pourrait pas défaire. Nous étions mariés depuis 40 ans. 40 ans, à bâtir pierre par pierre notre vie sur cette terre. Le vignoble de nos rêves, les enfants, les vendanges, les hivers difficiles, les étés brûlants. Une vie simple, rude parfois, mais toujours partagée. Il ne m'a pas regardé. Il a juste posé ses clés sur le buffet, pris sa valise dans le vestibule, et m'a dit « Je pars ». Je n'ai pas compris, ou plutôt, je ne voulais pas comprendre. Mon esprit a refusé ce que mes oreilles entendaient. Je suis restée figée, comme si mon corps refusait de réagir. Il est sorti. La porte s'est refermée avec une douceur cruelle. Et le silence qui a suivi a été plus assourdissant que tous les orages que nous avions traversés ensemble. Je ne l'ai pas revu pendant des semaines. Les jours s'étiraient, sans rythme, entre les tâches au vignoble et les regards lourds des voisins. Ils chuchotaient, à peine dissimulés, quand je passais près d'eux. Je savais que leurs mots faisaient mal, plus que tout le reste. La honte s'infiltrait dans mes nuits, dans mon sommeil qui s'effilochait. Chaque matin, je montais vers les vignes, espérant que la terre absorberait ma douleur, qu'elle me rendrait plus forte. Mais la terre était sourde. Armand avait emporté avec lui non seulement son corps, mais un morceau de mon cœur. J'essayais de comprendre où j'avais failli, quel geste, quel mot aurait pu le retenir. Mais il n'y avait rien, juste un vide immense. Les enfants, eux, restaient silencieux. Nous n'avions jamais parlé de ce départ. Je crois qu'ils aussi cherchaient des réponses qu'ils ne trouveraient jamais. Leur propre douleur se manifestait dans des silences lourds et des visites rares. La famille, jadis si unie, s'effilochait. Les dettes commençaient à s'accumuler. Armand gérait la comptabilité du vignoble. Il tenait les relations avec les fournisseurs, avec les acheteurs. Tout cela me tombait dessus maintenant. Les factures, les appels des banques, les crédits à renégocier. Chaque papier me rappelait sa fuite. Comment avait-il pu laisser tout cela derrière lui, moi seule, à tout affronter? Un jour, en me rendant au marché, j'ai entendu son nom murmurer derrière moi. Il vit à Besançon, avec une jeune sommelière, Élise. Le choc a traversé mon corps comme une lame. Élise, une inconnue, une rivale invisible qui avait brisé notre monde. Cette nouvelle m'a laissé sans souffle, me faisant vaciller entre colère, tristesse et dégoût. Les semaines suivantes, mon esprit s'est enfoncé dans une spirale de doute. Était-ce ma faute? Aurais-je dû être plus présente? Plus douce? Ou était-ce simplement la conséquence de 40 années de routine, d'habitudes trop... pesantes? J'ai souvent repassé ces questions dans ma tête, jusqu'à ce qu'elles deviennent un murmure sourd, incessant. Puis, un soir, alors que la maison semblait morte de silence, j'ai reçu un message. Une photo d'Armand, fatigué, le regard perdu. Un homme brisé, loin de l'image que j'avais gardée de lui. Il disait qu'il avait tout perdu, que la jeune femme était partie,
emportant ses économies, laissant des dettes derrière elle. Un homme ruiné et seul. Je ne savais pas quoi penser. Une partie de moi voulait le rejeter, lui hurler tout, le mal qu'il m'avait fait. Mais une autre partie, plus faible, sentait une étrange pitié. C'était l'homme que j'avais aimé, ce même homme qui m'avait abandonné, mais qui maintenant gisait dans son propre abîme. Les jours qui ont suivi, j'ai feint d'hésiter. J'ai même laissé entendre que je pourrais lui pardonner, que je pourrais envisager un retour. Mais dans mon cœur, je savais que je ne pouvais plus revivre ce passé. J'avais besoin de me reconstruire, pas de replonger dans les ruines d'une vie qui n'était plus la mienne. Alors, j'ai commencé à rêver d'autre chose, d'un avenir qui ne serait pas marqué par l'ombre d'Armand. Je me suis mise à imaginer le vignoble transformé, non plus simple lieu de travail, mais un havre pour les visiteurs, un lieu où la terre, le vin et l'histoire se mêleraient, une chance de renaître. Mais tout cela restait un projet fragile, menacé par la solitude et les dettes. Chaque soir, en regardant les étoiles au-dessus des collines, je sentais le poids de ma décision, vendre le vignoble, quitter cette terre où j'avais tout donné. C'était une idée qui me déchirait, mais qui s'imposait comme une évidence. Et puis est venu le jour de l'anniversaire de mon petit-fils. Toute la famille réunie, sous le toit que nous avions bâti. J'avais préparé mon discours en silence, pesant chaque mot. Au moment du toast, le verre levé, j'ai senti les regards se poser sur moi, curieux, pleins d'attente. « Aujourd'hui », ai-je dit, la voix tremblante, « je célèbre quelque chose de précieux, ma liberté. J'ai décidé de vendre le vignoble et de recommencer ma vie à Lyon. » Un silence glacé a suivi. Armand, qui était là, figé, sans mots, semblait incapable de comprendre. Je suis sortie de cette fête avec un sentiment étrange. Un mélange de peur, de soulagement et surtout d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais libre. Libre de vivre pour moi, sans chaîne, sans regret. Mais cette liberté avait un prix. Je sentais que le passé n'était pas encore prêt à me lâcher, que la route serait encore longue, semée d'embûches. Et dans cette nuit, alors que je fermais la porte derrière moi, une ombre familière traversa le jardin, un secret que je ne comprenais pas encore, un mystère que je devais résoudre. Le silence dans la maison après mon annonce avait été assourdissant. Armand, lui, était resté figé, les yeux fixés sur son verre, comme si je venais de lui révéler une énigme impossible à résoudre. Pourtant, rien n'était encore clair pour moi non plus. Je savais seulement que le poids de 40 années pesait lourdement sur mes épaules, mais que je ne pouvais plus vivre dans ce passé qui me détruisait. Les jours qui suivirent furent une tempête silencieuse. Chaque matin, je me levais, avant le soleil, l'esprit embrouillé par les souvenirs et les douleurs sourdes qui ne me quittaient jamais. Je passais des heures à arpenter le vignoble, observant les rangées de cèpes que nous avions plantées ensemble, arrosées de sueur et d'espoir. Le vin était notre vie, notre patrimoine. Mais désormais, il semblait ne plus avoir de saveur. Je me rappelais les années où Armand et moi étions jeunes, pleins d'énergie et de rêves. Nous avions acheté cette terre quand les vignobles du Jura n'étaient qu'une promesse fragile. Le sol était pauvre, le travail dur. Mais chaque année, nous récoltions les fruits de notre persévérance. Nos enfants jouaient entre les rangées, leur rire emplissait l'air, insouciant du temps qui passait. Cette époque me semblait aujourd'hui comme un mirage. Je n'arrivais pas à comprendre comment cet homme que j'avais tant aimé pouvait s'effacer de ma vie aussi brutalement. Où était passé l'homme qui partageait mes rêves, mes peurs, mes joies? Était-il vraiment parti pour une autre femme? Une autre vie? L'idée me déchirait. Chaque nuit, je revivais le moment où il avait posé sa valise et avait prononcé ces mots qui résonnaient encore dans ma tête. Je pars. Le village lui-même était devenu une source d'angoisse.
les regards des voisins, les murmures, étouffés, les jugements invisibles. Tout cela me mettait à nu. Pourtant, personne ne venait me voir pour comprendre ou offrir un soutien. On préférait me regarder de loin, comme une étrangère qui avait trahi la communauté. J'étais seule, plus seule que jamais. Un jour, en rentrant du marché, je croisai Élise. Elle était là, comme une apparition, souriante et légère, entourée de quelques amis. Elle avait l'air heureuse, insouciante. Le visage de cette jeune sommelière que nous avions rencontrée, à la dernière foire au vin, me revint en mémoire avec une douleur aiguë. Je me demandais ce qu'elle avait pu dire à Armand pour qu'il l'abandonne ainsi, pour qu'il choisisse de tout laisser derrière lui. Ce jour-là, je sentis une rage sourde monter en moi, une colère que je n'avais pas connue depuis longtemps. Comment avait-elle pu voler la vie que nous avions construite? Mais je savais aussi que cette colère ne ramènerait rien. Elle ne changerait rien à la douleur qui me rongeait. J'ai passé des heures à réfléchir à mon avenir. Le vignoble, malgré tout, représentait encore un espoir. Je n'étais pas prête à tout abandonner, même si l'idée de vendre me traversait l'esprit. Je voulais transformer cet endroit en quelque chose de vivant, de nouveau. Une destination pour ceux qui, comme moi, cherchaient à renouer avec la terre et le vin, mais aussi avec eux-mêmes. J'ai commencé à écrire des idées, des projets, à imaginer des ateliers de dégustation, des visites guidées, des petits séjours au cœur de la nature. Ce serait dur, très dur, mais c'était mon seul moyen de me raccrocher à la vie. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rester informé. Retour à l'histoire. Et puis, je sentais au fond de moi que, pour avancer, je devais d'abord affronter Armand, comprendre ce qu'il cherchait, pourquoi il avait fui. Un soir, je reçus une lettre, sans signature. Une feuille blanche pliée maladroitement, glissée sous ma porte. À l'intérieur, quelques mots, tracés à la hâte. « Je suis désolée, tout est perdu. » Mon cœur se serra. Était-ce d'Armand? Était-ce un aveu ou un adieu? Je ne savais pas, mais ces mots résonnaient comme un écho de mon propre désespoir. Je décidai alors de lui écrire, sans attendre de réponse, sans savoir si je voulais vraiment en recevoir une. J'écrivis ce que je ressentais, mes peurs, mes blessures, ma solitude. J'écrivis aussi que je voulais comprendre, que malgré tout, il y avait encore une part de moi qui espérait un jour guérir. Les semaines passèrent sans retour. Mais un matin, en ouvrant la porte de la maison, je trouvai une enveloppe, cette fois, avec son écriture. Mes mains tremblaient en déchirant le papier. Il disait qu'il était tombé bien bas, que la vie avec Élise avait été une illusion, qu'il avait perdu plus que de l'argent, il avait perdu son chemin, qu'il voulait essayer de réparer ce qu'il avait brisé, mais qu'il ne savait pas comment. Ces mots ravivaient une flamme fragile en moi, une lueur d'espoir mêlée à la peur de souffrir encore. Je ne pouvais pas ignorer ce que je ressentais. L'amour, la colère, la trahison, tout cela se mêlait en un mélange douloureux. Je décidai alors de ne pas répondre immédiatement. Je voulais d'abord me reconstruire, retrouver ma force. Je me lançais dans le projet de faire du vignoble un lieu de vie. Les journées passaient vite entre les préparatifs, les visites, les travaux à faire. J'étais épuisée, mais je ressentais un renouveau. Puis vint le jour où Armand frappa à la porte. Il était là, affaibli, portant sur ses épaules le poids de ses erreurs. Son regard était fatigué, mais il y avait une sincérité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Nous parlâmes longtemps, dans cette maison qui avait tant vu. Il ne chercha pas à se justifier. Il écouta mes mots, mes reproches, mes douleurs. Et moi, j'écoutais ses regrets, ses peurs, son désespoir. Ce fut une confrontation difficile, mais nécessaire. Malgré tout, il y avait encore des blessures ouvertes, des cicatrices que le temps n'avait pas guéries.
Je savais que la route serait longue, que la confiance ne reviendrait pas du jour au lendemain. Un soir, alors que je finissais de préparer la maison pour accueillir les premiers visiteurs, un bruit au dehors attira mon attention. Je sortis et aperçus une silhouette familière, mais que je n'avais pas vue depuis des années. C'était Lucie, la sœur d'Armand. Elle avait l'air fatiguée, inquiète. Elle m'avoua alors un secret, un détail que ni Armand ni moi n'avions jamais évoqué. Un secret qui remettait tout en question, qui éclairait d'un jour nouveau cette fuite, cette trahison. Ce secret me laissa sans voix, bouleversa tout ce que je croyais savoir. Je sentis mon cœur se serrer, une peur sourde monter en moi. Le mystère s'épaississait, et je comprenais que pour guérir, il me faudrait d'abord affronter cette vérité. La nuit tomba sur le vignoble, enveloppant la maison et les vignes d'une obscurité dense. Je me retrouvais seule face à mes pensées, à mes doutes, à cette nouvelle douleur qui venait s'ajouter à l'ancienne. Le poids du passé était encore là, mais désormais, il portait aussi une promesse, celle d'une révélation, d'un bouleversement, d'une renaissance. Les jours suivants, la visite inattendue de Lucie, la sœur d'Armand, furent lourds de tensions et d'interrogations silencieuses. Je n'avais jamais imaginé que le passé pouvait receler autant de secrets, des vérités enfouies sous les années, prêtes à bouleverser ma vie encore une fois. Lucie n'avait pas menti. Elle avait un poids sur la conscience qu'elle portait depuis trop longtemps. Ce secret qu'elle m'avait confié agissait comme une ombre grandissante sur le vignoble, sur Armand et surtout sur moi. Je passais mes matinées à parcourir les vignes, le cœur serré, tentant d'ignorer cette lourdeur qui m'étouffait. Chaque cep semblait murmurer une histoire différente. Chaque feuille avait la couleur de souvenirs délavés par le temps. Le vent soufflait avec une mélancolie qui résonnait en moi. C'était comme si la terre elle-même partageait ma peine, absorbant mes larmes invisibles. Lucie m'avait parlé d'un incident survenu bien avant que je ne rencontre Armand, un secret familial qu'il avait gardé caché, un fardeau qu'il portait seul et qui avait fini par ronger son âme. Elle n'avait pas pu me donner tous les détails, mais elle m'avait laissé comprendre que la trahison que j'avais vécue n'était qu'une facette d'un mal plus profond. Ce poids invisible avait façonné Armand, influencé ses choix, sa fuite. Cette révélation me fit vaciller. Je devais en savoir plus, pour comprendre, pour me libérer. La maison semblait différente ces jours-là. Chaque pièce portait la mémoire de nos vies entremêlées, mais aussi le silence des secrets. J'avais l'impression d'évoluer dans un musée de souvenirs brisés, où chaque objet racontait une histoire inachevée. Mes pas résonnaient sur le parquet usé. Les murs semblaient écouter mes pensées. Le poids du passé était palpable, presque suffocant. Je revoyais souvent Armand, ce regard fatigué, chargé de regrets, quand il était venu frapper à ma porte. Son visage marqué par les années, ses mains tremblantes. Il n'avait plus rien de l'homme fort et sûr que j'avais connu. Pourtant, il portait une douleur authentique, une honte qu'il ne pouvait plus cacher. Nous avions essayé de parler, d'effleurer les blessures, mais certains silences étaient trop lourds. J'avais commencé à accueillir des visiteurs au vignoble, petit à petit. Des étrangers venus chercher un peu de paix, un peu de beauté, un peu de répit loin du tumulte de la ville. J'offrais des promenades, des dégustations, des moments suspendus au milieu des vignes. Voir leur sourire, entendre leur rire, sentir la chaleur humaine me redonnait un peu de force. C'était comme si, au milieu de ma douleur, je trouvais une lumière fragile. Un après-midi, alors que je guidais un groupe à travers les rangées de ceps, une dame d'un âge proche du mien s'approcha discrètement. Son regard était empreint de douceur et de curiosité. Elle s'appelait Madeleine. Sans trop savoir pourquoi, je lui confiai une partie de mon histoire. Elle écouta sans juger, avec une empathie rare. Ses mots furent simples, mais puissants. Parfois, la terre guérit plus vite que les hommes. Ses paroles résonnaient en moi. Je commençais à comprendre que mon combat n'était pas seulement contre la trahison d'Armand,
mais contre la peur de me perdre, de sombrer dans un océan de solitude. Il fallait que je me reconstruise, non pas à travers lui, mais pour moi-même. Ce chemin serait long, semé d'embûches, mais il était le seul qui me restait. Un soir, alors que je préparais le dîner, le téléphone sonna. C'était Armand. Sa voix était faible, presque hésitante. Il me demanda si je voulais le voir, pour parler. J'acceptais, non par faiblesse, mais parce qu'une part de moi voulait encore comprendre, vouloir croire en une possible rédemption. Il arriva quelques heures par jour plus tard, la tête baissée, le regard évitant le mien. Nous parlâmes longuement, avec une honnêteté brute. Il me raconta des fragments de son passé, de ses erreurs, des moments où il s'était senti prisonnier de ses propres choix. Je sentais la douleur dans ses mots, mais aussi une volonté fragile de réparer ce qui pouvait l'être. Cette conversation fut un tournant. Elle ouvrit une porte que je croyais fermée à jamais. Mais le secret que Lucie avait évoqué restait là, comme une épée suspendue au-dessus de nous. Je sentais qu'il fallait encore creuser, comprendre l'origine de cette douleur qui avait détruit tant de choses. J'étais prête à affronter cette vérité, quelle qu'elle soit. Quelques jours plus tard, en fouillant dans de vieux papiers rangés dans une boîte poussiéreuse au grenier, je tombais sur un carnet. Il n'était pas à moi, ni à Armand. C'était celui de Lucie. Je le feuilletais avec hésitation, découvrant des notes, des souvenirs, des confessions intimes. Elle y avait consigné des fragments de l'histoire familiale, des secrets trop lourds pour être dits à voix haute. Au fil des pages, une vérité apparut, claire et terrible. Armand avait été accusé dans sa jeunesse d'un acte dont il n'était pas coupable. Un malentendu, une accusation injuste qui avait terni son nom et brisé sa famille. Ce poids, cette blessure invisible, l'avait poursuivi toute sa vie, le poussant à fuir, à se cacher derrière des mensonges et des silences. Je sentis un mélange d'émotions me submerger. La tristesse pour l'injustice subie, la colère contre ceux qui l'avaient abandonné, mais aussi une compassion profonde pour l'homme qu'il était devenu. Cette révélation expliquait beaucoup, mais ne guérissait rien. Elle ouvrait une nouvelle plaie, plus large, plus complexe. Je décidai de confronter Armand avec cette vérité. Nous nous retrouvâmes dans la cuisine, tard, le soir. Je lui tendis le carnet, les mains tremblantes. Il lut en silence, ses yeux se remplissant de larmes. Pour la première fois, il parla de cette blessure qu'il avait cachée si longtemps, de la honte qui l'avait paralysé, de la peur qui l'avait fait fuir. Cette nuit-là, nous pleurâmes ensemble, deux âmes brisées cherchant à se recoller. Ce fut un moment de vérité, dur mais nécessaire. Je compris que le chemin vers la guérison serait long, mais qu'il commençait enfin. Le vignoble, avec ses vignes silencieuses et son parfum de terre humide, devint alors un symbole de résilience. Chaque cep, chaque raisin, portait en lui l'histoire de la douleur et de l'espoir. Je savais que la route serait semée d'embûches, mais que peu à peu, nous pourrions reconstruire, pas à pas. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rester informé. Retour à l'histoire. Cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, fut le début d'une renaissance. Elle brisa les chaînes du passé et ouvrit une porte vers un avenir incertain, mais rempli de promesses. Le vent soufflait doucement sur les collines du Jura, mêlant l'odeur fraîche de la terre et le parfum délicat des vignes. Je me tenais à la fenêtre de la maison de pierre, regardant le soleil décliner lentement derrière les monts. Ce paysage que j'avais appris à aimer et à défendre semblait empreint d'une mélancolie nouvelle, comme si lui aussi portait les stigmates des secrets et des douleurs qui avaient traversé nos vies. Le carnet de Lucie avait ouvert une brèche que rien ne pouvait refermer désormais, et je sentais que la route vers la vérité serait plus ardue que jamais. Depuis cette nuit où Armand avait enfin laissé tomber son masque pour dévoiler une part de sa souffrance, un silence pesant régnait entre nous. Les mots étaient devenus rares, comme si chacun redoutait de raviver les blessures encore vives. Pourtant,
une tension sourde persistait, prête à éclater à la moindre étincelle. Je sentais au fond de moi que ce n'était que le début d'un combat intérieur. Un combat qui nous pousserait à affronter des vérités que nous avions longtemps évitées. Les journées s'enchaînaient, rythmées par les soins aux vignes et l'accueil des visiteurs. Je redécouvrais peu à peu la force tranquille de la terre, le calme apaisant des gestes simples. Pourtant, chaque matin, je me réveillais avec ce poids sur la poitrine, cette angoisse diffuse qui ne me quittait pas. Armand, de son côté, semblait s'effacer davantage, comme prisonnier d'un passé qu'il ne savait comment affronter. Un après-midi, alors que je préparais les raisins pour une nouvelle dégustation, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Élise. Son visage pâle, marqué par la fatigue, trahissait les mois difficiles qu'elle avait traversés depuis notre dernière rencontre. Elle ne tarda pas à me raconter sa version des faits, sa fuite, les dettes qu'elle avait accumulées, et comment tout avait basculé après son départ de Besançon. Écouter ses paroles fut un mélange d'amertume et de compassion. Je réalisais combien les erreurs et les souffrances de chacun s'étaient entrelacées, créant une toile complexe où la douleur semblait sans fin. Pourtant, malgré tout, une lueur d'humanité persistait, fragile, mais réelle. Cette visite inattendue ranima des blessures que je pensais cicatriser. Mais elle me donna aussi une force nouvelle. Je compris que pour avancer, il me faudrait accepter non seulement la trahison, mais aussi la fragilité des êtres humains, leurs failles et leurs contradictions. Le vin, ce fruit de la terre et du temps, devenait alors une métaphore de nos vies, marquée par les intempéries, mais capable de révéler une richesse insoupçonnée. Le soir venu, Armand et moi partagions un dîner silencieux. Nos regards se croisaient, parfois, chargés d'une tendresse mêlée de regrets. Les murs de la maison semblaient écouter, témoins muets d'une histoire qui continuait de s'écrire, entre ombres et lumières. Les semaines suivantes furent une succession de petits pas, d'efforts pour reconstruire ce qui avait été brisé. J'organisais des ateliers, des rencontres, transformant peu à peu le vignoble en un lieu de partage et d'espoir. Chaque sourire, chaque merci était une victoire contre la solitude qui m'avait enveloppée. Cependant, une ombre persistait. La vérité complète que Lucie m'avait promise restait à découvrir. Je sentais que le passé n'avait pas encore livré tous ses secrets, que des vérités plus douloureuses étaient encore enfouies, prêtes à surgir. Cette attente, insupportable, me hantait. Un matin, alors que la brume enveloppait les collines, je reçus une lettre. Elle ne portait pas de nom, pas d'adresse, juste un simple message. Le passé n'est jamais loin. Mon cœur se serra. Qui avait envoyé cette lettre? Était-ce une menace, un appel à la prudence, ou une invitation à creuser plus profondément? Cette lettre déclencha une série d'événements qui allaient bouleverser, une fois de plus, ma vie. Je me retrouvais confrontée à des choix difficiles, des confrontations inattendues, et à une vérité qui dépassait tout ce que j'avais imaginé. Armand, malgré ses blessures, chercha à m'épauler. Ensemble, nous affrontâmes ces moments sombres, partageant douleur et espoir. Le vignoble devint notre refuge et notre champ de bataille, un lieu où se jouait à la fois notre passé et notre avenir. Chaque jour apportait son lot de défis, de petites victoires et de revers douloureux. Mais au fil du temps, je sentais une transformation profonde s'opérer en moi. La douleur, si omniprésente, laissait place à une force nouvelle, forgée dans les larmes et la résilience. Le dernier soir du printemps, alors que le ciel s'embrasait de teintes roses et orangées, je regardais une dernière fois les vignes avant de fermer les volets. Le chemin avait été long, parsemé d'embûches, mais je savais que cette histoire, notre histoire, n'était pas terminée. La véritable épreuve restait à venir, celle qui me révélerait enfin la portée de nos blessures et la force de notre courage. Le printemps cédait peu à peu la place à l'été, et les vignes commençaient à prendre cette teinte dorée qui annonce des raisins lourds, chargés de promesses. Pourtant, malgré la beauté de la nature qui s'épanouissait autour d'eux,
Moi, une lourdeur persistait dans mon cœur, comme un nuage sombre qui refuse de se dissiper. Le vin, cette richesse de la terre, semblait m'offrir ses fruits. Mais mon esprit restait pris dans les raies d'une vérité que je n'arrivais pas à saisir complètement. Chaque matin, je me levais avec cette sensation d'inachevé, comme si un morceau essentiel manquait à mon histoire. Armand continuait de travailler à mes côtés, son visage marqué par la fatigue, mais aussi par une détermination nouvelle. Il était là, bien présent. Mais ses silences pesaient plus que jamais. Je savais que lui aussi portait un fardeau, un secret peut-être, que ni lui ni moi n'osions encore dévoiler. Les jours passaient, rythmés par la routine du vignoble, mais aussi par les visites de plus en plus nombreuses. Le projet d'ouvrir les portes de notre terre à ceux qui voulaient découvrir les secrets du vin avait pris forme et attirait une foule curieuse et enthousiaste. J'y trouvais une forme de rédemption, un moyen de donner un sens nouveau à ma vie brisée. Cependant, sous cette apparence d'apaisement, un orage grondait. Un matin, alors que le soleil baignait le paysage d'une lumière douce, je reçus la visite inattendue de Lucie. Son regard était empreint d'une anxiété que je ne lui connaissais pas. Sans un mot, elle me tendit une enveloppe, cachetée et sans indication d'expéditeur. Mon cœur s'accéléra. Je sentais que ce courrier contenait la clé d'un mystère encore plus profond. En fermant la porte derrière elle, Lucie laissa dans l'air une tension palpable, et je me retrouvai seule face à ce paquet silencieux. Mes mains tremblaient légèrement en brisant le sceau, découvrant des lettres, des photographies anciennes et un petit carnet relié en cuir. Ces documents semblaient faux venir d'un autre temps, d'un passé enfoui sous les années et les non-dits. Les lettres étaient signées d'un nom que je n'avais jamais entendu, mais qui sonnait étrangement familier. Elles parlaient d'un amour secret, d'un enfant caché et d'un sacrifice dont je n'avais jamais eu conscience. La révélation fut un choc, une onde de douleur qui traversa mon corps, remettant en question tout ce que je pensais savoir. Je lus ces mots, une à une, les larmes roulant sur mes joues. Chaque phrase était un coup de poignard, chaque souvenir, un feu qui consumait ce qui restait de mes illusions. Armand avait gardé un secret qui expliquait enfin son silence, sa fuite, sa douleur. Dans ces documents, je découvris que nous n'étions pas simplement deux âmes brisées par le temps, mais que notre histoire était liée à une autre, plus ancienne et plus complexe. Cette vérité, cachée sous des couches de mensonges et de souffrances, me donnait enfin la clé pour comprendre les blessures qui nous avaient éloignés. Cette nuit-là, le sommeil me fuya. Je tournais et retournais ces lettres dans mon esprit, cherchant un sens, une raison à ce passé que je découvrais si brutalement. L'idée que tout ce que j'avais construit reposait sur une fondation de silence me glaçait. Le lendemain, je décidai de confronter Armand. Ce fut un moment lourd, de tension. Un face-à-face entre deux êtres meurtris qui, pour la première fois, s'ouvraient sans retenue. Ses larmes, sa voix brisée par l'émotion, révélèrent ce que les mots écrits ne pouvaient dire. Un amour interdit, une erreur terrible et un désir profond de protéger notre famille. Ce fut un pas vers la réconciliation, un pas vers la lumière après tant d'années d'ombre. Mais ce chemin restait semé d'embûches. Nous savions que la vérité, une fois dévoilée, changerait à jamais le cours de nos vies. Dans les semaines qui suivirent, je me replongeais dans le travail, cherchant refuge dans les rangées de vignes, dans la douceur du terroir qui, malgré tout, gardait une forme d'espoir. Le vin, avec toute sa complexité, était devenu le miroir de nos vies, marquées par la douleur, mais aussi par la possibilité d'une renaissance. Les visiteurs continuaient à force d'affluer, et je partageais avec eux non seulement le fruit de notre travail, mais aussi une part de notre histoire. Chacun semblait touché par cette sincérité brute, par cette humanité que j'avais appris à embrasser. Un jour, alors que je préparais une dégustation spéciale, un homme inconnu se présenta à la porte. Son regard perçant
et son air grave trahissaient une connaissance intime du passé. Il me remit une lettre d'Armand, écrite avant son départ, et un message énigmatique. La vérité se trouve là où tout a commencé. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rester informé. Retour à l'histoire. Cette phrase réveilla en moi une flamme nouvelle, une détermination à creuser plus loin, à affronter les derniers fantômes qui hantèrent notre histoire. Ce fut le début d'une quête qui allait me mener bien au-delà du vignoble, dans les profondeurs de mes propres souvenirs. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de découvertes. Chaque révélation apportait son lot de douleur, mais aussi d'espoir. La vérité, aussi cruelle soit-elle, avait ce pouvoir de libération. Le vignoble devenait alors un symbole, un lieu de mémoire et de renaissance. Ce que je croyais être une simple terre à cultiver était en réalité un sanctuaire où se jouait l'essence même de la vie. La douleur, l'amour, le pardon. Un soir d'été, alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel clair, je me tenais une fois de plus à la fenêtre. Le silence de la nuit enveloppait la maison, et pour la première fois depuis longtemps, je sentais une paix, fragile, mais réelle. Le chemin avait été long, parsemé de larmes et de doutes, mais il m'avait conduite à une vérité profonde, celle de la force des liens humains, de la résilience face à l'adversité et du pouvoir du pardon. Je savais que l'histoire n'était pas encore terminée, mais cette étape marquait une victoire sur la douleur, un pas vers la lumière, vers un avenir que je pouvais enfin envisager avec sérénité. Les jours suivants, la découverte de la lettre et le mystérieux message que m'avait remis cet homme inconnu furent un tourbillon d'émotions que je n'avais pas prévu. La vérité m'appelait, m'obsédait même, comme une ombre que je ne pouvais plus fuir. Tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent semblait prendre un sens nouveau. Et pourtant, chaque réponse trouvée soulevait davantage de questions. Je revins souvent au vignoble à des heures où personne ne venait, cherchant dans le silence et la solitude les clés de ce passé qui s'était imposé à moi, avec une brutalité cruelle. Les rangées de vignes, baignées par la lumière, douce du matin, semblaient murmurer des secrets que seuls les initiés pouvaient entendre. Ce lieu que j'avais cru connaître sur le bout des doigts se révélait en réalité plein d'ombres insoupçonnées. Armand, de son côté, restait une présence à la fois réconfortante et énigmatique. Il participait aux travaux comme toujours, mais un voile semblait l'envelopper, une mélancolie que rien ne dissipait. Je savais qu'il portait le poids de nos révélations, et sans un mot, nous partagions cette douleur silencieuse. Une après-midi, alors que le soleil déclinait lentement, je me décidai à retourner au village. L'air était chaud, chargé des parfums du terroir, et pourtant, une nervosité inhabituelle m'étreignait. Je voulais voir ceux qui avaient connu Armand et moi. Ceux qui avaient été témoins de notre histoire sous d'autres formes, peut-être porteurs d'autres fragments de vérité. Le marché battait son plein. Les étals débordaient la forge de fruits, de fromages et de pain frais. Les voix s'élevaient dans un mélange de dialectes et d'accents, témoins de la richesse culturelle de cette région. J'entrais dans la petite boulangerie où j'avais mes habitudes et commandais un pain avant de poser la question qui me brûlait les lèvres. « Connaissez-vous Élise ?» Le regard de la boulangère changea brusquement. Elle baissa les yeux et répondit d'une voix hésitante. « Oui, je la connais. Elle n'est pas ici depuis longtemps, mais elle est partie sans prévenir. Il y a eu des rumeurs, des histoires. Je sentis mon cœur se serrer. Les rumeurs, je les connaissais. Mais je voulais entendre ces mots de la bouche de ceux qui avaient croisé cette femme. « Que savez-vous exactement ?» insistai-je, essayant de garder une voix calme. Elle soupira puis murmura. Élise n'était pas comme les autres. Elle avait un charme, une audace, mais aussi quelque chose de fragile. Certains disaient qu'elle jouait un double jeu. Elle a pris l'argent, puis elle a disparu. Ces mots résonnèrent en moi comme un coup de tonnerre. J'avais déjà ressenti cette trahison. Mais l'entendre ici,
au milieu de ceux que je connaissais, renforçait la douleur. Je quittais la boulangerie avec un sentiment d'amertume, réalisant combien peu je savais de cette femme qui avait brisé notre vie. De retour au vignoble, la nuit était tombée. Les étoiles brillaient au-dessus des collines, mais mon esprit restait agité. Je décidai d'ouvrir à nouveau le petit carnet trouvé dans l'enveloppe. Ces pages, jaunies par le temps, contenaient des notes manuscrites, parfois incompréhensibles, mais souvent chargées d'émotions. Un passage attira particulièrement mon attention, évoquant un lieu précis, une vieille cabane au bord de la rivière, là où les vignes laissèrent place au bois. Armand n'en avait jamais parlé, mais ce lieu semblait lié à une part cachée de notre passé. Le lendemain, armé de courage, je partis pour ce lieu. La cabane était à moitié dissimulée par la végétation, un vestige oublié du temps. En explorant les alentours, je découvris un petit coffret rouillé, enterré sous une pierre plate. Le cœur battant, j'ouvris ce coffre contenant plusieurs objets. Une photo jaunie d'un homme que je ne connaissais pas, une lettre froissée et un pendentif en argent. Ces objets parlaient pendant d'une autre histoire, d'un autre homme qui semblait avoir été au cœur de ce mystère familial. Chaque élément découvrait un pan du passé que j'avais ignoré, un passé où se mêlaient amour interdit, sacrifice et espoir déçu. La lettre contenait une confession, une demande de pardon, et l'espoir que cette vérité un jour soit révélée. Je compris que ma vie, celle d'Armand, et même celle de nos enfants, était liée à cet homme dont personne n'avait jamais parlé. Au retour, je partageais mes découvertes avec Armand. Son visage se transforma, marqué par une douleur ancienne. Il avoua alors un secret qu'il avait gardé enfoui pendant toutes ces années. Cet homme sur la photo était son père. Un homme que la famille avait renié après un drame silencieux. Un drame qui avait façonné nos vies plus profondément que je ne l'aurais jamais imaginé. Cette révélation creusa encore davantage le fossé entre nous. Mais paradoxalement, elle ouvrait aussi la porte à une possible réconciliation. Nous étions désormais unis non seulement par notre amour, mais aussi par cette histoire commune, aussi douloureuse soit-elle. Les semaines suivantes furent un mélange de travail au vignoble, de moments de silence chargés et de discussions à voix basse. Le passé revenait parfois hanter nos nuits, mais nous apprenions à le regarder en face, à lui donner un nom, à ne plus fuir. Un après-midi, alors que je finissais de trier des vieux dossiers, je tombais sur une lettre que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était écrite d'une main que je reconnus immédiatement. Celle de mon propre père. Dans cette lettre, il exprimait des regrets, des peurs, mais surtout une volonté de me protéger d'un secret lourd, un secret lié à la famille d'Armand. Ce fut un coup de massue. Tout ce que j'avais cru savoir sur mes racines s'effondra, révélant un enchevêtrement d'histoires croisées, de mensonges tissés pour éviter la douleur. Je pris conscience que ma quête de vérité était bien plus vaste que je ne l'avais imaginé, qu'elle ne concernait pas seulement Armand et moi, mais aussi nos familles, nos ancêtres, et tout ce que nous avions caché pour survivre. Ce soir-là, je décidai d'écrire. Pas pour d'autres, mais pour moi-même, pour mettre des mots sur ce tourbillon d'émotions. J'écrivis sur mes peurs, mes doutes, mais aussi sur cette force nouvelle qui grandissait en moi. Je compris que le chemin vers la paix passait par l'acceptation de la douleur et par le pardon. Un matin, une visite inattendue changea encore une fois le cours de mon histoire. Élise réapparut, fragile, le regard chargé de remords. Sa présence fut un choc, une épreuve que je n'avais pas prévue. Elle venait avec des explications, des aveux et une demande sincère de réconciliation. Ce fut un moment intense, où le passé et le présent se confrontèrent dans une émotion brute. Je ressentis toute la complexité des liens humains, la difficulté de pardonner, mais aussi la puissance de l'amour et de la compassion. Les jours suivants, Élise participa timidement à la vie du vignoble. Elle voulait réparer ce qu'elle avait brisé, retrouver une place dans cette histoire. C'était une épreuve pour tous, mais aussi une chance de guérir des blessures anciennes.
Le vignoble reprenait vie sous un jour nouveau. Ce lieu qui avait vu tant de souffrances devenait le théâtre d'une renaissance. Le vin, fruit de la terre et du temps, portait désormais le goût amer de la douleur, mais aussi celui doux de l'espoir. Un soir d'été, entouré de ma famille et de ceux qui avaient traversé ces épreuves avec moi, je levai mon verre en silence. Il n'y avait pas de grande déclaration, juste la reconnaissance d'un chemin parcouru, d'une vie reconstruite. Je compris alors que la vérité, même la plus douloureuse, avait ce pouvoir. Elle libérait, elle guérissait, elle unissait. Le passé ne s'efface jamais, mais il peut devenir un pilier sur lequel bâtir un avenir. Le vignoble, notre maison, restait là, témoin des joies et des peines, des ruptures et des réconciliations. Et moi, je sentais au fond de moi cette paix fragile, ce souffle de liberté qui venait après la tempête. Le printemps s'installa doucement sur notre vignoble, apportant avec lui une renaissance palpable. Les bourgeons éclataient en petites feuilles, vert tendre, et l'air chargé d'un parfum frais et doux semblait effacer les lourdeurs de l'hiver. Pourtant, malgré ce renouveau apparent dans la nature, le poids des derniers mois pesait encore, lourd sur mon cœur. Chaque geste que je posais, chaque regard échangé avec Armand ou Élise, portait la trace invisible de toutes les blessures que nous avions traversées. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rester informé. Retour à l'histoire. Je me réveillais souvent avant l'aube, dans le silence complet de la maison en pierre. Parfois, je regardais par la fenêtre et regardais les collines sombres, respirant lentement pour calmer ce mélange d'angoisse et d'espoir qui battait dans ma poitrine. Ce silence matinal devenait alors le théâtre de mes pensées les plus profondes, celles qui refusaient encore de se taire malgré la volonté de tourner la page. Je passais beaucoup de temps à travailler seule dans les vignes, retrouvant dans cette solitude un étrange réconfort. Le contact de la terre sous mes doigts, le bruissement des feuilles au vent, le rythme régulier des saisons. Tout cela me rappelait la simplicité de la vie, celle qui ne demande rien d'autre que d'être là, pleinement présente, un pas après l'autre. Un matin, alors que je taillais les vignes, Armand vint me rejoindre. Il portait une boîte en bois qu'il tenait précieusement. Sans un mot, il me la tendit. En l'ouvrant, je découvris des photos anciennes, des documents jaunis et des lettres d'époque. C'étaient des souvenirs de famille qu'il avait conservés cachés, des fragments d'une histoire que ni lui ni moi n'avions osé affronter jusqu'à présent. Parmi ces trésors, une lettre attira particulièrement mon attention. Elle était adressée à Armand, écrite par son père peu avant sa disparition. Les mots étaient lourds de regrets et d'espoir mêlés. Son père y expliquait combien il avait été fier de son fils, mais aussi combien il regrettait de ne pas avoir pu effacer certaines erreurs du passé. Je sentis mes mains trembler en lisant ces phrases, comme si ce papier fragile portait le poids de toute une vie. Cette lettre ouvrait une fenêtre sur une réalité encore plus complexe, un passé fait de silence et de non-dits qui avait façonné nos destins sans que nous en soyons pleinement conscients. Armand et moi restâmes longtemps silencieux, côte à côte, partageant ce moment sans un mot. C'était comme si, enfin, un pont se créait entre nous. Un lien fragile, mais vrai. Ce n'était pas la fin de nos douleurs, loin de là, mais peut-être le début d'une compréhension plus profonde. Les jours qui suivirent furent marqués par un travail intense au vignoble. Chaque heure passée dans les champs semblait être une forme de thérapie, un moyen de canaliser toute cette émotion difficile à exprimer autrement. Élise aussi retrouvait peu à peu sa place parmi nous, contribuant avec humilité et sérieux à chaque tâche, comme pour racheter son âme, passer par des gestes concrets. Un après-midi, alors que le soleil était haut et chaud, j'aperçus un visage familier au bout du chemin qui menait à la maison. C'était notre fils aîné, Pierre, que je n'avais pas vu depuis plusieurs semaines. Il avait toujours été distant, chargé de ses propres tourments. Mais sa venue à ce moment précis
semblait porter une signification particulière. Pierre avait les traits tirés, les yeux sombres, mais aussi une détermination que je ne lui avais jamais connue. Il arriva sans faire de bruit, me prit dans ses bras, et je sentis, pour la première fois depuis longtemps, une vraie chaleur entre nous. Il s'excusa pour son absence et expliqua qu'il avait eu besoin de temps pour comprendre tout ce qui s'était passé, pour faire le tri dans ses émotions. Nous parlâmes longuement ce jour-là, sans phare ni détour. Je lui racontais tout ce que j'avais découvert, tout ce que j'avais ressenti, les trahisons, les secrets, mais aussi l'espoir qui grandissait malgré tout. Pierre écouta attentivement, parfois la gorge nouée, mais toujours présent. Ce moment fut un tournant, une pierre ajoutée à l'édifice fragile de notre famille. Le soir venu, alors que nous dînions tous ensemble, Élise partagea une idée qui surprit tout le monde. Elle proposa d'organiser un événement au vignoble, une fête simple, où nous inviterions le village et tous ceux qui avaient croisé notre route. Une manière de tourner la page, de montrer que malgré la douleur, la vie continue, que le vin que nous produisions était aussi un message de résilience. L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Pendant plusieurs jours, nous préparâmes la maison, nettoyant les alentours, décorant avec des fleurs des champs et des guirlandes faites maison. C'était un travail collectif qui nous rapprochait tous, effaçant peu à peu les blessures du passé par la force du présent. Le jour de la fête arriva avec un ciel clair et lumineux. Les voisins commencèrent à affluer, apportant des plats faits maison, des rires et des histoires à partager. Le vignoble s'emplissait d'une énergie nouvelle, vibrante, presque magique. Pendant la soirée, je pris un moment pour m'éloigner de la foule. Je marchais lentement entre les rangées de vignes, sentant le vent léger caresser mon visage. Dans ce silence, j'entendis clairement ce que je n'avais pas osé dire jusqu'ici. La paix pouvait enfin venir, mais elle demanderait encore du temps. Je revins parmi les invités où Armand me rejoignit. Nos mains se cherchèrent instinctivement, un contact simple mais chargé de tout ce que nous avions traversé. Nous n'avions pas besoin de mots pour comprendre que ce soir-là, nous étions prêts à affronter ensemble l'avenir. Mais alors que la fête battait son plein, un cri retentit soudain, brisant l'harmonie. Un voisin, essoufflé, apparut à l'entrée du vignoble, tenant un morceau de papier froissé. Il s'approcha, de moi, les yeux écarquillés, et me tendit cette feuille. C'était un message anonyme, une menace voilée liée à notre passé retrouvé. Le silence tomba brutalement sur la foule. Un froid glacial s'insinua dans mon dos. Toutes les douleurs, toutes les peurs refirent surface, plus vives que jamais. Étions-nous vraiment sortis de l'ombre? Ou cette menace signifiait-elle que le passé refusait de nous lâcher? Je regardais Armand, qui serrait les dents, le visage durci par la colère et la peur. Élise se tenait à mes côtés, tremblante mais décidée à ne pas laisser cette menace nous déstabiliser. Cette nuit-là, alors que le vignoble s'était vidé et que le silence pesait plus lourd que jamais, je compris que le chemin vers la paix serait encore semé d'embûches. Mais je sentais aussi, au plus profond de moi, que cette épreuve nouvelle serait l'occasion de montrer une fois de plus notre force, celle qui naît du courage face à l'adversité. Le lendemain, nous décidâmes ensemble de ne pas nous laisser intimider. Nous renforçâmes la sécurité autour du domaine et décidâmes d'organiser une réunion avec les villageois pour parler ouvertement de cette menace. Il était important de ne pas se replier sur nous-mêmes, mais de rester unis face à ce que l'avenir nous réservait. La communauté répondit présente, apportant soutien et solidarité. Ce fut un moment émouvant, où chacun exprima sa volonté de protéger ce lieu qui symbolisait bien plus qu'un simple vignoble. C'était notre histoire, notre fierté, et nous ne laisserions personne la détruire. Malgré tout, le poids de cette menace planait sur nous comme une ombre persistante. Les nuits étaient les plus longues, les craintes plus vives. Mais je refusais de céder à la peur. Chaque matin, je me levais avec la détermination de continuer,
de bâtir un avenir meilleur, pour moi, pour Armand, pour nos enfants. Dans cette lutte silencieuse, j'appris à puiser dans mes ressources insoupçonnées. La douleur, la trahison, la peur. Tout cela ne me définirait plus. Je devenais une femme nouvelle, forte, prête à affronter les tempêtes. La vérité, aussi lourde soit-elle, n'était plus une prison. Elle était devenue une lumière, un guide, et malgré les ombres qui revenaient à parfois troubler notre horizon, je savais que, tant que nous resterions unis, rien ne pourrait nous briser. Alors que le printemps avançait, je sentais ce souffle nouveau grandir en moi. La vie reprenait ses droits, fragile mais belle. Et dans ce vignoble qui avait vu tant de larmes, les fleurs de l'espoir commençaient enfin à éclore. Le poids des semaines précédentes semblait s'être figé dans l'air, comme une brume persistante. Mais le vent du changement soufflait doucement sur le vignoble. Chaque matin, je me levais avec une sensation étrange, une lueur d'espoir, mêlée à la fatigue accumulée. Pourtant, malgré cette petite flamme qui commençait à brûler en moi, le passé ne cessait de m'assaillir, rappelant ses ombres les plus sombres. Depuis la menace reçue lors de la fête, nous avions renforcé notre vigilance. Armand, Élise, Pierre et moi formions désormais une sorte de front uni, invisible, mais solide, face à ce qui semblait vouloir nous déstabiliser. Ce sentiment de devoir rester sur nos gardes pesait lourdement, mais il nous rapprochait également d'une manière inattendue. Chaque jour, je me promenais dans les vignes, laissant mes doigts effleurer les feuilles nouvelles, écoutant le murmure du vent, comme une berceuse fragile qui apaisait mes tourments. Ces moments seuls étaient devenus une sorte de refuge, où mes pensées se dénouaient peu à peu, où le brouillard dans ma tête commençait à se dissiper. Je repensais souvent à Armand, cet homme que j'avais aimé, dont j'avais partagé la vie, les joies et les douleurs. Son départ brutal, son silence, ses erreurs. Tout cela avait brisé quelque chose en moi. Pourtant, aujourd'hui, le voir à mes côtés, aussi fragilisé que moi, me rappelait combien nous étions humains, faillibles, mais capables de reconstruire. Un matin, alors que la lumière dorée enveloppait le vignoble, Armand vint me trouver, avec une enveloppe dans la main. Il l'avait reçue sans que je sache comment, et son visage trahissait une inquiétude profonde. Il ouvrit lentement le papier et en tira une photo ancienne, floue, mais dont je reconnus aussitôt les contours. C'était une image de ses parents, prise des années auparavant, dans la vieille maison familiale, près de Lons-le-Saunier. Ce souvenir réveillait en lui des souvenirs enfouis, des secrets enfouis, qu'il semblait prêt à partager enfin. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rester informé. Retour à l'histoire. Pendant des heures, nous parlâmes, sans précipitation, dévoilant les blessures que le temps avait tenté de recouvrir. Armand me raconta comment son père avait vécu dans l'ombre d'un homme autoritaire et distant, comment les non-dits et les rancunes s'étaient accumulées, creusant un fossé difficile à franchir. Cette confession fut un tournant. Pour la première fois, je compris que les fantômes de leur passé familial avaient la pesée sur Armand, bien plus que je ne l'avais imaginé. Ce poids avait influencé ses choix, ses silences, ses absences. Je sentis une tendresse nouvelle pour lui, une compassion mêlée à une tristesse profonde. Nous n'étions pas que victimes de nos propres erreurs, mais aussi de celles des générations qui nous avaient y précédés. Dans les jours qui suivirent, un calme étrange s'installa. La menace semblait s'être éloignée, ou peut-être nous avions-nous simplement renforcés, devenant imperméables au vent contraire. Ce moment de répit me permit de regarder notre vie autrement, d'envisager ce qui pouvait encore être sauvé. Le vin, ce nectar que nous avions façonné avec tant d'amour, devint un symbole de notre résilience. Élise, avec son savoir-faire et sa passion, apportait une nouvelle énergie au domaine. Pierre retrouvait peu à peu confiance en lui, épaulant avec ardeur la famille qu'il avait longtemps délaissée.
une idée germa en moi, une dernière ambition. Pourquoi ne pas ouvrir notre maison à ceux qui chercheraient à découvrir la beauté simple de la campagne jurassienne, le goût du vin authentique, mais aussi l'histoire humaine qui l'accompagnait? Pourquoi ne pas transformer notre douleur en une expérience partagée, une invitation à la vie? Ce projet prit rapidement forme. Nous aménageâmes une petite salle de dégustation, décorée avec soin, mêlant objets anciens et touches modernes. Nous organisâmes des visites guidées, racontant notre parcours, nos luttes, mais aussi notre amour pour cette terre. Les premiers visiteurs arrivèrent timidement, intrigués par cette maison au charme discret. Peu à peu, les échanges se firent plus profonds, les sourires plus vrais. Je voyais dans leurs yeux la même émotion que celle que j'avais ressentie. À certains moments, ce mélange de douleur et d'espoir, de rupture et de renaissance. C'était une nouvelle vie qui commençait, bâtie sur les décombres du passé, mais tournée vers l'avenir. Chaque rencontre, chaque sourire reçu, était une victoire sur les douleurs enfouies. Un soir d'été, alors que le soleil déclinait, en embrasant le ciel, Armand et moi nous assîmes sur la terrasse. Le silence entre nous était doux, chargé d'une paix fragile, mais réelle. Il prit ma main, cette main qui avait tant travaillé, tant souffert, et la serra doucement. « Merci », murmura-t-il, la voix tremblante. « Merci d'avoir tenu bon. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand je ne le méritais pas. » Je souris, les larmes aux yeux, sentant dans ce simple mot tout ce que nous avions traversé, ensemble. « Nous avons encore beaucoup à faire, » répondis-je doucement. « Mais nous sommes là, et c'est ce qui compte. » Les étoiles commencèrent à briller au-dessus de nos têtes, témoins silencieux de cette promesse renouvelée. Cependant, alors que cette paix semblait s'installer définitivement, un dernier mystère vint troubler notre quiétude. Un matin, en parcourant les documents anciens trouvés dans la boîte d'Armand, je découvris une lettre inachevée, cachée derrière une planche du vieux meuble de la maison. Cette lettre, écrite de la main tremblante de sa mère, racontait une histoire, oubliée, une décision prise dans le secret qui avait bouleversé la vie de la famille. Elle révélait qu'Armand n'était peut-être pas le fils biologique de celui qu'il croyait être son père, qu'un secret avait été gardé, un choix fait pour protéger des vies fragiles. Cette révélation secoua tout ce que nous pensions savoir. Le poids des générations, des silences, des sacrifices, prenait une nouvelle dimension. Armand sentit un tremblement intérieur, un chaos mêlé à une étrange libération. Cette dernière énigme venait clore un chapitre et en ouvrir un autre, plus intime, plus profond. Elle appelait à une réconciliation avec soi-même, avec ses racines, avec les fantômes du passé. Je sentis en moi la certitude que, malgré toutes les douleurs, toutes les trahisons, la force de la famille et de l'amour pouvait tout surmonter. Cette histoire, si pleine de souffrance, se terminait enfin par une renaissance. Nous étions prêts à tourner la page, à embrasser un avenir fait de vérité, de paix et surtout de liberté. Et c'est ainsi que s'achève ce récit, celui d'une femme ordinaire, confrontée aux tempêtes de la vie, qui a su trouver la lumière dans l'obscurité, la force dans la faiblesse et l'espoir dans le désespoir.